Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition de notre émission Le Grand Jeu au cœur de la géopolitique mondiale. C'est une coproduction Afrique Média et Yod TV avec la grande collaboration de notre correspondant international Luc Michel qui nous dévoile les dessous des cartes de la géopolitique mondiale et des idéologies qui mènent le monde actuellement avec donc sa vision transnationale ouverte sur les dimensions continentales. Il nous donne les clés des géopolitiques rivales vues de Moscou, Washington, Bruxelles, Pékin et pourquoi pas de Libreville. Oh, c'est peut-être pas au même niveau qu'il y a 30 ou 40 ans. On n'en est pas au système Foccart, mais ce qui est sûr, c'est que, notamment sous Nicolas Sarkozy, eh bien, la notion de rupture avait été lancée et ça a continué. Et surtout, le point fort, c'était 2009, où je ne pense pas que Ali Bongo serait aujourd'hui président si la France ne s'était pas engagée derrière lui. Alors, pour Hollande, pour François Hollande, c'est un peu tôt. Que va-t-il faire donc dans les élections 2016 ? J'ai l'impression on peut espérer en tout cas que la France soit moins engagée ou qu'elle soit engagée dans une attitude de neutralité. Alors, vous dénoncez le financement notamment des campagnes électorales, ces financements occultes. Expliquez-nous qu'en est-il au juste ? Bah, écoutez, ça, je dirais que c'est pas un scoop. Ce que j'ai donné là, c'est j'ai repris un peu ce que j'avais écrit ici et là. C'est que, au fond, le Gabon a été longtemps la tirelire de la Ve République. Alors, et donc j'avais déjà raconté ça dans Affaires africaines. J'avais même donné les chiffres. Ouais. Cette fois-ci, j'ai pas les derniers chiffres. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à toutes les grandes campagnes françaises, il y a de l'argent qui vient du Gabon. Alors plus à droite qu'à gauche, mais c'est voilà donc. Mais pour vous, le Gabon est entre guillemets le pilier de ce que vous appelez la France-Afrique. Expliquez-nous pourquoi ce pays. En tout cas, c'est le plus caricatural. C'est pour ça que j'avais décidé déjà en 1983 d'écrire Affaires africaines alors qu'il s'agissait que du Gabon, parce que c'était exemplaire. Alors pourquoi ? D'abord, le Gabon est riche. Le Gabon a du pétrole. Et puis, il y a une histoire aussi où le néocolonialisme s'est imposé sans doute plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que, notamment, l'arrivée de Omar Bongo, de celui qui s'est appelé Omar Bongo après, est directement lié à Foccart. Hein. Il n'y a pas de Omar Bongo sans Foccart, sans Pierre Guillaumat, le président d'Elf, et évidemment sans le général de Gaulle. Donc c'était, voilà, aujourd'hui on appelle France-Afrique, moi je parlais à l'époque de néocolonialisme. Voilà, vous l'aurez compris, pour cette 4e édition, nous parlons de la déstabilisation du Gabon et la crise ouverte par le nouveau livre du français Pierre Péan, Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. Quelle est la thèse donc de notre ami Luc Michel? Je vous la relate. Pour lui, donc, beaucoup de panafricanistes ont une vision du passé, un logiciel bloqué il y a 10, 20 ou 50 ans. La haine justifiée de la France-Afrique leur occulte la réalité de la recolonisation de l'Afrique par les États-Unis, le retour de la France dans l'OTAN organisé par Sarkozy, c'était en 2007, la création de l'Africom, le commandement unifié de l'US Army pour l'Afrique par George Bush en 2007-2008 sont là les marques de la naissance d'une nouvelle donne géopolitique en Afrique. Lors du sommet USA African Leaders de Washington depuis août 2014, Barack Obama, le président des États-Unis, a annoncé une vague de changement de régime sur le continent. Eh bien, pour Luc Michel, notre correspondant, le Gabon est la première tentative d'imposer ce changement de régime par les méthodes habituelles des États-Unis, révolution de couleur ou soi-disant printemps arabe. Et le livre de Pierre Péan est le détonateur, selon donc détonateur volontaire ou involontaire. Il est encore trop tôt pour le dire de toutes les façons, donc d'une opération de déstabilisation politique, et ça se passe au Gabon. Je suis
content même parce que on va changer d'attaque. Jusqu'à maintenant, les attaques, elles étaient plutôt au-dessous de la ceinture. C'était des attaques ad hominem contre moi, prétendant que j'étais corrompu, etc., etc. Des accusations grotesques. Là, maintenant, on vient sur du sérieux. Sur le contenu. Vous évoquez d'ailleurs sans doute les révélations de Mediapart. Le gouvernement gabonais vous aurait proposé, il y a un an, 10 millions d'euros pour ne pas faire paraître ce livre. Vous auriez participé à des discussions secrètes à ce sujet. Qu'en est-il au juste? C'est absolument faux, c'est grotesque, c'est grotesque. J'ai rencontré effectivement pour les questions du financement par la Libye de Nicolas Sarkozy. Et tout le monde sait que Ziad Tekedine a dit beaucoup de choses, y compris dans ces documents ont été utilisés dans Mediapart. Donc moi je sais qu'il est prêt à me parler. Je rencontre Ziad Tekedine et pour des raisons que je ne comprends pas, au moment il se met à me parler du Gabon. Ouais. Et donc via lui je vais rencontrer effectivement le porte-parole d'Ali Bongo. Et donc nous discutons, mais je ne sais absolument pas. J'ai su seulement 3 semaines ou 1 mois plus tard que Ziad Tekedine avait fait ce truc hallucinant, demandant 10 millions 150 000 euros. Alors j'aimerais terminer cet entretien avec vous, Pierre Perron, avec une question concernant le Burkina Faso. Vous le savez, l'ex-président Blaise Compaoré a quitté le pays il y a maintenant quelques jours. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe à Ouagadougou? À Ouagadougou, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de constater qu'on pensait que les mouvements populaires étaient cantonnés un peu plus au nord, notamment dans des pays arabes. On s'aperçoit que ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a peut-être un printemps noir qui commence. Et donc, en fait, la rue existe aussi en Afrique. Il y a peut-être un printemps noir qui commence, donc dixit Pierre Péan. Rejoignons à présent Luc Michel pour une première analyse où il expose sa thèse sur cette question, la déstabilisation du Gabon. Il décrypte les éléments qui composent la crise du régime actuel. Luc Michel, déjà bonsoir. Le Gabon, un dossier explosif. C'est un peu comme un cocktail. C'est un cocktail détonnant. Vous savez qu'il y a aussi des cocktails d'explosifs. C'est un cocktail détonnant pour déstabiliser la situation politique au Gabon, mais pour comprendre, il faut trier les éléments. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les organisateurs de certains éléments individuels ne sont pas nécessairement les organisateurs ou les bénéficiaires de la déstabilisation générale. Lors du sommet African Leader USA à Washington début août, Obama avait clairement annoncé une vague de changement de régime en Afrique. J'avais fait l'analyse que cette vague allait prioritairement frapper les États de la France-Afrique parce que l'agenda américain est double. Obama veut des changements de régime, mais Obama veut aussi que la présence de la France dans l'ancien précaré soit beaucoup moins importante. Alors, Luc Michel, sans vous couper, vous dites que pour comprendre cela, il faut trier des éléments. Les éléments, et vous, quels sont les éléments, selon vous, qui interviennent dans la déstabilisation du Gabon? Au Gabon, il y a tout d'abord, évidemment, le livre de Pierre Péan. Il faut rappeler qui est Péan. À l'origine, c'est un auteur qui est quasiment dans la mouvance tiers-mondiste. Il a été lié à l'extrême gauche écologiste dans la politique française. Il rappelle un peu, en moins bon, je dirais, en moins idéaliste, le Suisse Jean Ziegler. Il a écrit notamment plusieurs livres importants. La plus importante dénonciation en France, précisément, de la France-Afrique, et l'affaire qu'on a appelée du DC-10 du TA, ces manipulations africaines, où il explique que ce que sont, et je le cite, les preuves fabriquées du terrorisme libyen, ce n'est pas la Libye de Kadhafi, selon lui, selon son enquête fouillée que personne n'a pu réfuter depuis, qui est responsable de cette catastrophe aérienne. Mais ensuite, Pierre Péan aussi, c'est un homme qui a écrit des livres de commande. Il y a notamment son livre sur le Rwanda, qui opportunément sort au moment où le juge antiterroriste français Trévidic
sort un rapport qui tend à exonérer la France de l'affaire rwandaise, et la thèse de Péan, que je ne partage pas en gros, c'est que le responsable de tout, ce serait le FPR et Paul Kagame, ce qui exonérerait le pouvoir, évidemment, Tutsi des massacres. Bon. C'est un livre de commande, visiblement sorti au bon moment, qui sert les intérêts de l'État français. Un autre livre a été sorti, c'est un roman du fameux romancier Gérard de Villiers, l'auteur des romans d'espionnage géopolitique SAS. Lui a écrit évidemment la piste du génocide, et il met clairement en cause l'armée française. Enquêtant sur ce livre, le journal français Libération arrivera aux mêmes conclusions. Elle pointe du doigt les Français et aussi la cour belge. Nouveau livre de Pierre Péan, évidemment, c'est son livre, ce que j'appelle son réquisitoire contre, évidemment, Bongo et l'actuel régime gabonais. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est qu'on peut se poser de nombreuses questions. Moi, je n'interviendrai pas dans toutes les péripéties qui sont liées à ça. Il y a des plaintes, des contre-plaintes, un scandale qui est entretenu, mais il faut quand même bien constater quelque chose, c'est que les journaux qui ont immédiatement donné de la publicité à ce livre, ce sont des livres qui sont connus pour être des instruments d'influence des Américains en Europe et en Afrique, notamment Le Monde. Deuxième chose, il est sorti le 14 novembre une vidéo anonyme qui met en cause violemment Jean Ping. Jean Ping qui est l'homme des Américains au Gabon, qui est celui qu'ils ont choisi pour un changement de régime qu'ils veulent avant les élections de 2016, comme ils veulent le remplacement de Paul Biya en 2015 au Cameroun avant les échéances électorales. Les Occidentaux ne respectent rien, ni les peuples, ni les constitutions qu'ils prétendent défendre. Que dit cette vidéo? Elle appelle Jean Ping le pompier pyromane, et elle explique point par point en 6 minutes ce qu'est une révolution de couleur et quel est le plan pour une révolution de couleur au Gabon. Alors, le pompier pyromane, nous reviendrons sur ces images-là avant la fin de cette émission. Mais déjà, Luc Michel, vous semblez partager les thèses de cette vidéo. Plus de 15 ans d'expérience dans les révolutions de couleur, je les ai combattues en Yougoslavie, en Serbie, en Russie, en Ukraine. Des journalistes m'ont appelé à Moscou l'anti-Otpor, mon organisation d'Europe, et donc moi j'ai vu cette vidéo avec intérêt, et je vais vous ajouter quelque chose. Je partage totalement son analyse, à tel point que je la diffuse d'ailleurs sur ma chaîne de télévision politique qui est PCN TV. Que dit cette vidéo? Il explique les différentes étapes de la déstabilisation du Gabon, et il explique quels sont les bénéficiaires au Gabon lui-même. Évidemment, est absent derrière ça le mentor occidental, mais tout est clair. La vidéo met notamment en valeur les réseaux haute port. Vous savez, ce sont les spécialistes qui, depuis 2009, 1989, 2009, 2012, ont à la fois fait ce qu'on a appelé les révolutions de couleur en Europe de l'Est et le printemps arabe. Leur logo, c'est un espèce de point stylisé noir. Eh bien, on le retrouve maintenant dans de nombreux documents de ceux qui entendent utiliser le livre de Pierre Péan pour déstabiliser et pour renverser le régime gabonais. Bénéficiaires de cette opération. Moi, j'ai l'habitude de suivre le vieil adage des Romains. Quid proteste? À qui profite le crime? Le crime, évidemment, il ne profite pas à la France. Il ne profite pas, évidemment, à un régime qui est une création de la France-Afrique et contre lequel, évidemment, Péan se dresse. Mais il profite directement au plan américain, à la fois pour un renversement, un changement de régime, et à la fois également pour évincer la France. La question, mais là il n'y a pas de réponse, ou pas encore de réponse, c'est comment quelqu'un comme Pierre Péan, qui a pu dans l'affaire du Rwanda servir les intérêts français, se retrouve aujourd'hui dans une opération anti-française.
Alors, Luc Michel, nous y reviendrons. Le temps de présenter à nos téléspectateurs cette vidéo parue le 14 novembre dernier sur les réseaux sociaux, d'origine anonyme, il faut le préciser, et intitulée « Le pompier pyromane ». Vous en parliez d'ailleurs. Elle dénonce l'organisation d'une révolution de couleurs, c'est entre guillemets, au Gabon, au profit de Jean Ping. Alors, Luc Michel, vous aussi, vous avez mené une longue expérience de ces révolutions organisées par les États-Unis, en Europe de l'Est et dans le monde arabe. Vous validez donc cette démonstration. Voici pour nos téléspectateurs le pompier pyromane. Afin de conquérir le pouvoir au Gabon avant 2016, en s'exonérant du processus électoral régulier, nous allons démontrer qu'un plan en 5 étapes, s'appuyant sur l'architecture des réseaux sociaux, a été fomenté depuis plusieurs mois par des activistes liés à des hommes politiques gabonais. Les orchestrateurs de ce plan, qui s'inspirent fortement des révolutions arabes, disposent de ramifications au sein même des médias occidentaux, d'ONG africaines, de certaines personnes dans l'appareil de l'État. Première étape, produire une raison crédible de manifester. Ne disposant pas de suffisamment d'arguments pour attaquer le président Bongo Ondimba sur son bilan, l'opposition convainc Pierre Péan de lui prêter sa plume dans un livre à charge contre Ali Bongo Ondimba. M. Péan, estimant n'avoir pas été suffisamment bien rétribué de son livre sur les biens mal acquis, accepte immédiatement l'offre. Ce livre, qui contient toutes les thèses et vieilles accusations de l'opposition, ainsi rédigé par un blanc qui serait au-dessus de tout soupçon, sert de prétexte aux conjurateurs pour attaquer le président de la République sur sa légitimité et sa moralité. Bien qu'il s'agisse d'une grossière falsification biographique, le livre de Pierre Péan est donc le signal déclencheur. Deuxième étape, manifester, créer le chaos. Une fois dans la presse, les accusations de Pierre Péan sont immédiatement relayées par plusieurs profils qui appellent à la manifestation, à l'insurrection jusqu'à la chute des institutions. L'heure est proche. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est son visage bourré de graisse qui fait peur ou quoi? Il est asthmatique. Je demande à ce qu'il n'y ait plus d'import de ventoline au Gabon. Ali doit mourir par asphyxie. Appel à la mobilisation. Le peuple gabonais demande le départ d'Alain Bongo. Motif: violation flagrante de la Constitution gabonaise. Articles 9, 10, 24, 89. Atteinte grave et sérieuse au symbole de la République. Déclaration mensongère de la famille Léomba. Complicité et favoritisme à l'organisation de l'irrégularité de l'élection présidentielle en 2009 par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Retenez le logotype du point levé. Troisième étape, profiter de la confusion et de la proximité des forces de l'ordre pour créer des incidents que l'on imputera aux mêmes forces de l'ordre. Cette étape est la plus délicate du plan de renversement. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo suivante, il s'agit de faire porter la responsabilité d'un incident sur les forces de l'ordre. Parmi les manifestants, encerclés en vert, vous pouvez distinguer la présence d'une personne infiltrée qui vient d'éliminer physiquement un manifestant et qui transmet l'arme de son forfait à ses complices. L'arme du crime n'est pas identifiable puisqu'il s'agit d'un objet usuel et inoffensif en apparence. Voici un bref aperçu de ce type d'arme. Quatrième étape, accuser la police de ces incidents. Diffuser sur les réseaux sociaux et à travers la presse internationale. Un tissu social dense autour de Jean Ping a été créé. L'idée sous-jacente est de contaminer viralement les Gabonais à travers certains profils relais. En clair, les profils Facebook, Twitter sont créés. Ils sont faux. L'opposition et la société civile s'en servent pour diffuser des messages aux Gabonais qui croient comme plusieurs qu'il s'agit de véritables personnes ou de véritables informations. L'objectif est que le jour J, au moment du signal déclencheur, on puisse envoyer les images de l'incident provoqué lors de la manifestation à la presse internationale et aux réseaux sociaux. Plusieurs types d'images à cet effet sont utilisés pour incriminer les gouvernements. En voici quelques exemples, orchestrés de toutes pièces.
vidéo, un groupe de manifestants remonte une avenue. Les activistes viennent à leur rencontre pour les stopper net. La caméra anticipe l'arrivée d'un véhicule de police volé, qui vient percuter de plein fouet le groupe intentionnellement immobilisé. Dans la toile de relais de M. Ping se trouvent plusieurs profils actifs, voire amis de Jean Ping. Parmi ceux-ci, Marcona Esseangui ou Marcel Libama. Vous vous souvenez de la logotype du Point. Vous constaterez qu'elle est en tout point identique à celle utilisée dans les révolutions arabes. Des groupes formés par des ONG étrangères ont adopté cette logotype avant de marcher. Croyez-vous que c'est un hasard que ce logotype soit adopté par les followers de Jean Ping? Croyez-vous que c'est un hasard que certains syndicalistes soient dans le réseau d'amis de Jean Ping? Croyez-vous que c'est un hasard que les syndicats déclenchent leur grève simultanément à la sortie du livre de Pierre Péan? 5e étape, créer le chaos et renverser le pouvoir. Ce message est fait pour prévenir les Gabonaises et Gabonais du risque de manipulation qu'ils courent tous. Demain, jeudi 13 novembre, que ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force commencent d'abord par envoyer leurs propres enfants manifester avant d'envoyer les enfants des autres dans la rue. Voilà, après ces éléments, donc, nous allons rejoindre Luc Michel pour son analyse. Luc Michel, pour une seconde analyse, vous décryptez cette fois-ci la vidéo que nous venons de regarder et les raisons pour lesquelles vous partagez les thèses de cette vidéo. Bachir, la première chose, évidemment, c'est de comprendre que les rapports entre la France et les États-Unis ont changé en Afrique. Jusqu'il y a une époque récente, c'est-à-dire les années 2005-2006, la présidence de Jacques Chirac, il y avait, si l'on veut, un gentleman agreement entre Occidentaux sur l'Afrique. La France-Afrique était le précaré de la République française et les États-Unis s'occupaient de très loin d'autres zones. En 2007, lorsque George Bush décide la création de l'Africom, il n'y a qu'une seule base américaine en Afrique qui est à Djibouti, à côté d'ailleurs de la grande base française. Avec Bush, avec les néoconservateurs, tout change. George Bush a un plan de conquête de l'Afrique qui est connexe à son plan de réalisation du Grand Moyen-Orient, et il lance l'Africom qui se trouve en Allemagne. C'est la preuve de la suggestion néocoloniale de l'Afrique dans les plans géopolitiques américains. Et en 2014, en cette fin 2014, les bases américaines sont au nombre de 34, d'autres sont prévues, dont une très grande base de l'US Navy à Sao Tomé pour contrôler le golfe de Guinée. Lorsque la France réintègre le commandement militaire et politique de l'OTAN, sous Sarkozy, les choses changent. La politique extérieure autonome, la diplomatie autonome française cesse d'exister. La France se vassalise totalement aux États-Unis. Sarkozy devient le président le plus pro-américain de toute l'histoire de la Ve République, comme le dira l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Et évidemment, c'est là toute la caractéristique, l'armée française est soumise à l'OTAN, les généraux français deviennent des généraux de l'OTAN et sont soumis en Afrique à la supervision de l'Africom. La place de la France-Afrique change tout à fait, c'est-à-dire que dans cette optique, la France devient l'infanterie coloniale, l'infanterie sénégalaise, comme on disait en 1914, du Pentagone et de l'OTAN, et elle conserve quelques prébendes, quelques privilèges en Centrafrique, au Mali, dans tout l'ancien précaré, à condition évidemment de s'aligner sur la diplomatie américaine. Mais pour la France, c'est un jeu de dupe total. Parce qu'en effet, on oblige la France à prendre des positions, à participer à des aventures militaires, à participer à des coalitions politiques, militaires et diplomatiques qui vont contre ses intérêts.
Nous avons, loin de l'Afrique, la fameuse affaire des Mistral, où pour complaire à Washington, la France est en train de se couler économiquement et politiquement, pas seulement vis-à-vis de la Russie, et en Afrique la même chose se passe. Parallèlement à cela, et de concert avec leurs alliés britanniques, les Américains, quand ils parlent des Britanniques, disent les cousins, ils ont hérité entre 1918 et 1941 du rôle géopolitique qui avait été auparavant celui de la Grande-Bretagne. Alors, Luc Michel, si je vous ai bien compris, il y a une vision géopolitique, ou si vous voulez, un plan géopolitique américain, anglo-saxon, c'est ce que vous nous dites, sur l'Afrique. Ils ont leur propre plan pour l'Afrique. L'un de ces plans est de constituer un grand bloc d'Afrique anglophone, centré sur l'Afrique du Sud, et d'arracher à la domination notamment culturelle française, d'arracher à la francophonie des États comme le Rwanda. On soulignera que Kagame, qui a longtemps été l'enfant chéri des Américains, est un anglophone, et la République démocratique du Congo. Lorsque certains analystes disent que les États-Unis sont incultes en matière de géopolitique africaine, qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a notamment un intérêt très fort pour la région des Grands Lacs, et cet intérêt est d'ailleurs caractérisé par la présence d'un envoyé spécial d'Obama pour la région des Grands Lacs, qui est un super ambassadeur ou un proconsul. C'est lui notamment qui entend interdire à Kabila de se présenter pour un nouveau mandat présidentiel. Même chose avec Paul Biya et avec d'autres au Cameroun. La résultante de tout cela, évidemment, elle est assez simple, c'est que les Américains ont une vision géopolitique. Cette vision géopolitique ne voit pas un bloc continental africain, au contraire, comme toutes les puissances anglo-saxonnes, les États-Unis entendent, en tant que puissance maritime, diviser la puissance continentale, et donc leur idée est assez simple, c'est que l'Afrique saharienne, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, c'est la frontière sud du Grand Moyen-Orient, c'est cette espèce de croissant où sont situées précisément toutes les bases américaines et qui sont les pays d'Afrique déstabilisés aujourd'hui, Érythrée, Éthiopie, Somalie, Mali, Centrafrique, Cameroun, en remontant vers la Mauritanie et l'Algérie. Et le bloc sud-africain, lui, est appelé dans les visées des géopoliticiens américains à un autre destin. Il est appelé à faire partie d'un ensemble géopolitique parlant l'anglais anglophone qui comprend l'Amérique du Nord, le Canada, une partie de l'Amérique latine parce que le respect des latinos n'existe pas, et ce bloc sud-africain comprenant, allant jusqu'à la région des Grands Lacs. Pour les sceptiques, les Américains aiment bien les scénarios, les projections. J'ai par exemple des cartes du monde vues selon certains scénarios géopolitiques américains. En 2250, eh bien, l'Afrique évidemment est coupée en deux et paradoxalement d'ailleurs existe avec le reste de l'Afrique et l'Eurasie un grand bloc, un axe Eurasie-Afrique tel que je le prône moi-même. Revenons, Luc Michel, un peu sur ce Gabon, puisque nous en parlons. Vous dites que, là je vous cite, l'ombre de la marionnette française cache la réalité du marionnettiste américain. On en vient, évidemment, Bachir, à la déstabilisation du Gabon. La haine du français, du colonisateur français est telle qu'on voit la main de la France dans tout. Et malheureusement, on ne comprend pas qu'aujourd'hui la France est une marionnette et que l'ombre de la marionnette dissimule le marionnettiste américain. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Vous avez vu, nous avons projeté cette vidéo anonyme, mais qui décrit exactement ce qu'est une révolution de couleur et ce que sera une révolution de couleur au Gabon. Comme je vous l'ai dit, Bachir, je valide totalement l'analyse de cette vidéo. Eh bien, on retrouve derrière cette vidéo les fameux réseaux Haute-Port-Canvas. Ces réseaux, je vais vous expliquer après ce qu'ils ont fait, comment ils sont constitués, mais c'est la marque de fabrique de la déstabilisation américaine. À aucun moment, jamais,
la France évidemment, n'a utilisé ces réseaux qui sont totalement dans les mains américaines et dont l'un des patrons est le fameux sénateur McCain qui n'a que mépris pour la France. Justement, Luc Michel, dites-nous-en un peu plus sur ces réseaux Haute-Port Canvas. On les retrouve derrière les révolutions de couleur en Europe de l'Est, mais aussi derrière le soi-disant printemps arabe. Haute-Port, en fait, ça veut dire résistance en serbe. Ils naissent en 1999 contre Milosevic. C'est eux qui organisent le coup d'État d'octobre 2000 contre Milosevic, au prétexte, comme partout ailleurs, de fraude électorale, d'élections gagnées par l'opposition. On sait aujourd'hui que Milosevic les avait gagnées. Et la rue se soulève. Derrière ce soulèvement qui n'a rien de spontané, il y a des activistes qui ont été formés, notamment à différentes techniques de manipulation des foules et à différentes techniques d'agitation des rues. Et Milosevic tombe. Un régime qui va rapidement se montrer pro-américain est constitué à partir de l'ultra-droite nationaliste à laquelle Haute-Port est lié. C'est la révolution, soi-disant, moi je dis contre-révolution, de la Yougoslavie. À partir de ce moment-là, Haute-Port devient un modèle et il crée à Belgrade une école internationale qui s'appelle Canvas et qui va essaimer dans le monde. Des groupes similaires à Haute-Port sont créés en Géorgie, où ils amènent au pouvoir Saakashvili, en Kirghizie, c'est la révolution des tulipes, la fameuse révolution orange, évidemment de 2004 en Ukraine, et leur œuvre, là aussi activistes formés par Haute-Port et militants de l'ultra-droite. Ils essayent la même activité, la même création de groupes subversifs au Bélarus et en Russie. Le président Loukachenko est le premier qui comprend et qui réussit non pas seulement à les contenir mais à les vaincre, notamment en créant un grand mouvement patriotique qui est le Front républicain de la jeunesse du Bélarus. C'est la leçon qui sera retenue par Poutine puisque on veut ensuite, après l'Ukraine de 2004, une révolution orangiste en Russie. Des activistes s'allient également en Russie à un mouvement qui s'appelle l'Autre Russie, avec des néofascistes, des trotskistes, des libéraux. Et Poutine, s'inspirant de l'exemple de Loukachenko, crée un grand mouvement politique. C'est le mouvement de la jeunesse russe démocratique et antifasciste, Natchi. Natchi, ça veut dire les nôtres, qui s'oppose dans la rue à toute révolution de couleur. Les révolutions de couleur vont continuer, on va en essayer régulièrement. Elles vont être exportées contre Chavez au Venezuela à 2 reprises, une 3e reprise contre Maduro, et en 2009, c'est la préparation de ce qui va devenir le soi-disant printemps arabe. Canvas forme en arabe, à Belgrade, puis aux États-Unis, à New York et à Washington, des activistes arabes. Ceux-ci vont lancer les premières étincelles des soulèvements arabes. En Algérie, ils vont échouer. En Tunisie et en Égypte, ça va marcher. Le mouvement de février en Égypte, par exemple, est totalement structuré par Haute-Port Canvas. Et partout, on retrouve le logo de l'organisation d'origine. C'est un point noir stylisé, très caractéristique, qui est leur marque de fabrique et qui permet de se reconnaître entre eux. C'est un clin d'œil aussi à leurs sponsors américains. Derrière Haute-Port Canvas, il y a la fameuse NED, National Endowment for Democracy, l'USAID, ce sont des organismes liés au Congrès américain qui financent ces gens. Il y a aussi d'autres moyens de financement. En Algérie actuellement, par exemple, l'Union européenne finance des cyberactivistes formés en Tunisie pour déstabiliser à la mort de Bouteflika le régime algérien. Aujourd'hui, la marque de ce réseau au Gabon? Lorsque j'affirme que la déstabilisation du Gabon a derrière elle un tireur de ficelle, un marionnettiste américain, je le fais donc sans hésitation. Comme la petite vidéo l'explique très bien, on voit très bien que
c'est la révolution de couleur avec cette technique d'agitation, de subversion qui est en route actuellement. Et il ne vous aura pas échappé que beaucoup des supporters de Jean Ping, qui apparemment est ici l'homme des Américains, eh bien, utilisent d'ailleurs comme emblème le fameux point d'Otpor. La technique est la même. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à le dire parce qu'il n'y a aucun doute, le donneur d'ordre, les mentors sont évidemment à Washington. Pour les sceptiques, je rappellerai, et Bachir, si vous vous souvenez, nous avons fait 3 émissions spéciales sur ce sujet, le sommet USA-African Leader à Washington au début du mois d'août, où Obama a non seulement annoncé une grande vague de changement de régime en Afrique, il a désigné notamment des bêtes noires du State Department, mais aussi, rappelez-vous, il a présenté un ensemble de jeunes africains américanisés, les YALI, Young Leader Initiative, les soi-disant leaders de l'Afrique de demain, qui, curieusement d'ailleurs, sont formatés à l'américaine, préparés par des méthodes qui rappellent Otpor et Canvas. En cause, nous poursuivons notre analyse, une autre organisation ou un autre organisme américain, la NED, que vous qualifiez de financier des révolutions de couleur. Dernier élément, pour bien comprendre ce qui se passe, pas seulement au Gabon d'ailleurs, mais ce qui s'est passé, la révolution trahie et récupérée au Burkina Faso, comprendre la déstabilisation que l'on tente au Cameroun aussi, c'est qu'il y a derrière tout cela énormément d'argent. L'argent, qu'est-ce qu'il permet? Il ne permet pas seulement de financer des organisations, il permet d'acheter des écrivains et des journalistes, des façonneurs d'opinion publique. Lors du sommet de Washington, une activité ne figurait pas à l'agenda. C'était la réunion précisément de la NED qui a réuni dans une réunion privée quasi clandestine. Je l'ai découvert par hasard lors d'une interview d'un journaliste africain sur un site parisien. Eh bien, on a réuni un gros millier de journalistes, etc. Il est bien certain que non seulement ils ont reçu des conseils, mais que des enveloppes ont circulé. Je vous invite, Bachir, et j'invite nos téléspectateurs, à aller voir combien, depuis cette réunion de Washington, des sites panafricanistes ont disparu, sont abandonnés, et allez voir comment, à Paris notamment, certains sites qui étaient panafricanistes, aujourd'hui, sont des officines de propagande de Washington. Les dollars, évidemment, ont plu sur des gens qui n'attendaient que cela. C'est la raison pour laquelle, Bachir, je fais l'analyse, et vous savez que je me trompe rarement, que la déstabilisation du Gabon, évidemment, a des maîtres d'œuvre américains. Toute la technique est là, tout le financement est là, mais surtout la patte, le coup de maître de Otpor Canvas, qui sont évidemment des maîtres en déstabilisation, est dès maintenant entièrement discernable sur les réseaux sociaux, derrière toute cette agitation, pour lequel le livre de Pierre Péan n'est qu'un prétexte, moi j'ai dit dans une autre émission, est une mèche, un moyen d'allumer la mèche et de faire exploser la situation politique au Gabon. Merci Luc Michel. Et pour rappel donc pour nos téléspectateurs, voici un extrait du meeting des Yali, ce qu'on a appelé les Young African Leaders avec Barack Obama à Washington. C'était le 3 août dernier. Voici ce que nous qualifions de formatage des jeunes Africains américanisés pour servir de 5e colonne à la recolonisation de l'Afrique par Washington. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on ne fait que commencer alors. Soyez les bienvenus à Washington. Je sais que pour la plupart, vous venez pour la première fois aux États-Unis, alors soyez les bienvenus au nom du peuple américain. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique.
C'est un honneur véritablement de vous avoir ici. À tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, en ligne ou par le biais des médias sociaux, vous faites partie de la réunion et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Alors remercions Faith tout d'abord de sa magnifique présentation. Et je dois dire que Faith ne semblait pas du tout intimidée de se trouver sur la scène. Elle ne me donne pas l'impression de manquer de confiance et elle fait un travail énorme en Afrique du Sud pour encourager les jeunes, en particulier les femmes. Je ne suis pas ici pour faire un grand discours. L'idée de ce genre de réunion, c'est de vous écouter. Mais tout d'abord, brièvement, je vous dirai pourquoi. Je suis convaincu du bien fondé de votre visite. La semaine prochaine, je recevrai une réunion véritablement historique, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Président, Premier ministre de 50 pays. Ce sera la réunion la plus importante qu'un président américain jamais accueilli avec les chefs d'État et de gouvernement africains. Et reflète un principe qui a guidé ma démarche vis-à-vis de l'Afrique depuis que je suis devenu président. La sécurité, la prospérité, la justice que nous cherchons dans le monde entier ne pourra jamais être réalisée en l'absence d'une Afrique prospère, autonome, forte. Alors que nous essayons de résoudre les crises, les défis ailleurs dans le monde qui domine la une des journaux souvent, alors que nous reconnaissons les épreuves que connaissent les Africains au quotidien, nous voulons aussi être sûrs que nous allons exploiter le véritable potentiel de l'Afrique d'aujourd'hui, qui est le continent le plus jeune et à la croissance la plus rapide. Le sommet de la semaine prochaine abordera la question de savoir comment construire un nouveau modèle de partenariat entre l'Amérique et l'Afrique, un partenariat entre égaux. Des petites entreprises qui vont se développer pour devenir un jour de grandes entreprises. Par le biais de ce complément de financement de notre part et accompagné de la formation et du réseautage qui passe par le réseau YALI, eh bien, nous allons voir fleurir de multiples entreprises, de multiples initiatives à travers le continent entier. Nous comptons aborder ces sujets lors du sommet des dirigeants africains ici à Washington la semaine prochaine. Et d'ailleurs, il nous faut également ne pas oublier de vérifier que ces financements reçus par les plus hauts dirigeants filtrent vers la base. Normalement, on ne devrait... Voilà, merci donc à la régie pour cet élément. Pour ceux donc qui doutaient un peu de ces analyses, nous vous publions à présent un premier document. C'est un document, ce sont des images confidentielles du sommet alternatif de la NED que dénonçait tout à l'heure Luc Michel. C'est intitulé Africa Civil Society Conference à Washington les 5 et 6 août 2014 en marge du sommet US et Afrique. La conférence entendait organiser un programme d'action pour la démocratie, entendait des régimes pro-occidentaux sous l'influence des États-Unis et était centrée sur l'action dans les médias. Suivons plutôt. Chairman of the Board of the National Endowment for Democracy. It is fitting that this gathering of African civil society representatives take place here in the U.S. Congress, an institution in which I served for 26 years as a congressman from Texas. In fact, during the 4 years when I was chairman of the Democratic Caucus, we held our meetings in this very room. The young lady in the back has the headphones. Just raise your hand. She'll come to you. Odeker? Okay. Let me, the first panel is going to focus. Let me say warm greetings to Congresswoman Karen Bass. Karen Bass is all of our congressperson. She is Miss Africa in the U.S. Congress. I have here with me a high-powered delegation to make President subject of human rights in Africa. Delegates to the U.S.-Africa Summit welcome the U.S. initiative to convene a platform to reflect on the situation of human rights in Africa. Monsieur le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal.
pense que nous abordons la question des droits de l'homme et, à notre avis, le continent africain qui est cité comme un des continents qui porte la croissance est un continent aussi dans lequel nous voyons que les droits des travailleurs sont largement violés. La question que je pose, si nous voulons maintenir cette croissance en Afrique, il nous faudrait bâtir les conditions d'un environnement apaisé. C'est pourquoi je pense qu'il est bon que la société civile, dont le combat c'est le respect des droits de l'homme, des droits humains, comment cette société civile américaine et africaine devrait-elle travailler avec les organisations syndicales des travailleurs, des organisations syndicales, pour arriver à faire en ce que les droits syndicaux, les droits des travailleurs, les droits fondamentaux au travail qui font une partie intégrante des droits humains, soient de plus en plus respectés en Afrique, parce que ces droits sont toujours violés. La liberté d'expression, la liberté de choisir les dirigeants pour les travailleurs, la liberté d'avoir un travail décent et d'avoir une rémunération décente. Je vous remercie. Modi Guiro, je m'appelle Modi Guiro, je suis le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et président de la Confédération syndicale internationale de la région Afrique. Okay. Thank you. We'll take two more and then we open it up to the... Voilà, merci donc une fois de plus à notre réalisateur Alexandre. Alors, en conclusion de cette émission, de ce grand jeu, nous publions un second document, le clip publicitaire du second sommet, Afrique de la NED. Vous y verrez la 5e colonne US en Afrique, sûre d'elle, très sûre même et déterminée. À noter aussi l'accent mis sur un activiste de la Guinée équatoriale qui a été mis en avant, car le président Obiang Nguema Zogo et le nouveau centre du panafricanisme sont une des cibles privilégiées également dans cette autre lutte. Un autre des grands organisateurs, alors on y explique ici qui sont les partenaires de la NED, notamment les réseaux Open Society de George Soros, un autre des grands organisateurs et financiers des révolutions de couleur. Cerise sur le gâteau, la conférence était sponsorisée par Freedom House, un autre organisme US spécialisé dans le financement des changements de régime et Facebook. À la fin du clip, donc, comme pour vendre une marque, la NED annonce ses sponsors. On va se quitter sur ces belles images. À très bientôt pour une autre production du grand jeu au cœur de la géopolitique mondiale. The other reason why I think it's important is because examining the issues of freedom of assembly, freedom of speech, thought, human rights, and conflict in elections is always important, but it's particularly important right now in Africa's development, especially if we realize that there are going to be roughly 17 elections on the African continent from now until 2016. And so key questions will come up. Well, you know, we're here in the context of the U.S.-Africa Leaders Summit, or Leadership Summit, which I think is a great idea. I think every time you get people together to talk is a good idea, particularly people coming from different sides of issues, you know, and I'm thinking the Obama administration, one that has set certain standards in some key areas, versus governments like the ones in Equatorial Guinea or the ones in Rwanda and a few other, Gambia and a few other bad apples here. I think it's a good thing to bring those people together. I think what was missing from that broader context has now been covered or has now been provided for by the National Endowment for Democracy, or yesterday the Open Society Foundation, finding a space or creating a space for civil society to raise and discuss and strategize about some key issues, right? Issues of human rights. The space for human rights defenders in Africa is shrinking, you know, and those are issues that Obama is likely not to touch on in his conversations with African presidents. Well, I think partly for me one of the most important things was to see if we could see how we could influence and push
the idea that civil society is as important as business and as government in the governance of society in Africa and other parts of the world. And for me, the idea again was to see how we could push, for example, the issues I work with, which is social justice, the empowerment of ordinary people, bottom-up approaches onto the agenda and make that a relevant issue. It's an interesting thing, of course, because we're bringing people from very many different parts of very many different experiences, very diverse. And I think for me, one of the most interesting issues was, I was in the civil society working group, and one of the most interesting things was the debate we had about whether civil society should be neutral, should be apolitical, should be non-partisan. This is progress. A few years ago, perhaps this has not had happened. You know, and certainly this opportunity that we're having today to discuss this with civil society would not have happened if Freedom House, National Endowment for Democracy, the RFK Center, and others did not see the need to raise with the U.S. government the fact that civil society needed to be included. So I think it's definitely a step in the right direction and a much needed step for those of us that work in Africa. Robert Kennedy said that each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or seeks to improve justice for others, he or she sends forth a tiny ripple of hope. And crossing each other from a million different centers of energy and daring, they can sweep down the mightiest walls of oppression. Each time one of us speaks out, each time one of us stands up, each time one of us acts to improve the lot of others, it does in fact send forth a tiny ripple of hope. Représentant le ministre Louis Papès.